qui m'a intéressé dans l'expertise comptable, c'est que je retrouvais un modèle d'organisation qui était assez proche de ce que j'avais connu en tant qu'avocat. Les avocats. Une profession libérale, Ouais. donc une logique de cabinet avec des partenaires, avec des collaborateurs, etc. Donc déjà, ça met en place des réflexes qui sont assez intéressants. Les Illuminés du droit, un nouvel épisode pour trouver des profils totalement incroyables. Ils ont fait du droit leur métier, ils en sont partis, ils sont revenus. Ils ont fait du droit au départ et puis maintenant ils font autre chose. On a tous ces profils. La seule chose importante, c'est de savoir qu'il y a une véritable passion qui permet de faire plein de choses dans la vie. Et puis alors là, on va être servi parce qu'on reçoit Mathieu Lumeau. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Alors Mathieu, je suis très embêté parce que vous faites partie de ces premiers de la classe qui ont eu un début de carrière totalement incroyable, aussi bien au point de vue académique qu'au point de vue carrière professionnelle, on va revenir dessus, dans le secteur du droit, et aujourd'hui, vous flirtez avec les experts comptables. Plus que flirter, ouais. C'est-à-dire patron du groupe Archipel, cofondateur, pardon, plus exactement, d'Archipel. C'est quoi Archipel? Parce que moi, je connais Archipel chez Vinci, leur joli siège, mais vous, c'est un peu différent, Archipel. Archipel, c'est un projet où on consolide le secteur de l'expertise comptable. C'est-à-dire qu'on rachète des cabinets et on les intègre au sein d'un groupe et on développe avec les dirigeants qui restent associés un gros groupe qui a vocation à rester indépendant pour être un des leaders à terme des métiers du service au sens global sur la partie financière, en commençant par l'expertise comptable. C'est un petit peu ce qu'on voit en Grande-Bretagne avec des fonds de private equity qui rachètent des cabinets d'avocats, qui se disent c'est rarement bien géré, donc on va mieux les gérer, on va partager les moyens, on va mettre en place l'IA qui coûte un petit peu d'argent, qui n'est pas accessible à tous les cabinets, avec une solution capitalistique qui fait que, en fait, une entreprise de droit qui est améliorée. Vous faites ça avec des experts comptables. C'est exactement ça. Et il y a eu pas mal d'exemples, en effet, aussi sur les métiers de l'expertise comptable ailleurs à l'étranger, aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays nordiques, en Belgique, aux Pays-Bas. Et donc nous, notre histoire, c'est qu'on est allé voir en effet un family office auprès duquel on a levé une certaine somme d'argent, en l'occurrence 50 millions en fonds propres, histoire d'avoir les premiers fonds qui sont essentiels pour racheter du coup les cabinets et avoir un modèle où on réassocie les gens, notamment dans la holding de tête. J'imagine qu'on y reviendra. Oh oui, ça me rappelle des petites choses. Alors, cette technique, vous l'avez vue, apprise, revue chez Brodin-Pratt, où vous avez passé 3 ans en tant qu'avocat. On va voir comment est-ce que vous êtes devenu entrepreneur. Mais alors, au départ, Saint-Jean-de-Passy et tout bon, quoi. Tout marchait bien. Le CRFPA en M1, le plus vite possible pour vous en débarrasser ou... Exactement. C'était un peu dans une logique d'avoir commencé en effet mes études en droit et de vouloir aller au bout pour pouvoir être avocat. En effet, j'avais un parcours académique plutôt classique, on va dire. Oui, avec la volonté avocat d'affaires et à l'époque de ne pas faire LLM, ça manque dans votre CV, je crois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La volonté, c'était de rester ouvert. Et donc, en fait, j'avais en effet cumulé école de commerce et l'université. Voilà, une petite école à 3 lettres. Une petite école à 3 lettres, exactement. Et donc, pour moi, le MNS, c'était parfait parce que, avant tout, ce que j'avais adoré, c'était toute la partie business. Et donc, aussi bien en droit qu'en école de commerce pure. Et rester en MNM permettait d'avoir un profil assez ouvert pour derrière monter ma boîte. En fait, en stage, et notamment en stage chez Sullivan, je m'en souviens très bien, et chez Skadden d'ailleurs, j'avais un petit carnet avec pas mal d'idées que j'agrémentais du coup à chaque fois que j'avais des idées de business. J'ai fermé ça un peu pendant une petite période quand j'ai commencé vraiment à être collaborateur chez Brodin. Et en fait, au bout d'un moment, ça me démangeait un peu trop. Donc, j'ai réouvert ça et d'où l'aventure derrière entrepreneuriale. Mais alors, c'est familial, c'est pour le pognon, c'est pour le fun. Pourquoi est-ce qu'on est entrepreneur et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté chez les avocats qui sont, a priori, quand ils réussissent, des entrepreneurs? C'est une très bonne question. Je pense que j'avais pas du tout une famille entrepreneur. Mon père est ingénieur, ma mère est infirmière, donc profession libérale. Donc pour le coup, la profession libérale est expliquée
principalement du côté de ma mère qui nous a transmis un peu ce virus-là. J'ai un frère et une sœur qui sont tous les deux médecins. D'accord. Donc, et pourquoi j'ai monté une boîte? C'était avant tout une volonté d'avoir mes propres process et ma propre histoire, mes propres valeurs dans un projet avec une volonté d'imprimer quelque chose. Et en fait, un des points que je trouve assez dommage, notamment en cabinet, c'est que souvent il y a une belle histoire entrepreneuriale d'avocat. Il y a souvent une belle histoire entrepreneuriale à la base de la création. Et moi, dans toutes les grosses structures dans lesquelles j'ai eu la chance de travailler, j'ai trouvé que ça manquait vraiment, cet aspect histoire du cabinet. Parce que vous n'avez pas rencontré De Gaulle-Florence. Voilà, par exemple. Non, mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Et c'est différent chez les experts comptables. C'est pas différent, en fait. Pour le coup, je l'ai vraiment vu quand j'ai monté moi-même ma boîte. Toute la partie qui, parfois, fait sourire pas mal de gens, de valeurs, de vision, parce qu'on pense que c'est un petit côté un peu bullshit. Et en fait, je trouve extrêmement importante pour, avoir de l'impact et pour délivrer un message en externe, mais également en interne, pour que les gens puissent en fait être embarqués dans l'aventure. Mais c'est pas le prix à payer quand vous pitchez donc votre premier business donc était sur l'assurance des propriétaires, c'est ça? Exactement. Pour faciliter la location. La boîte que j'ai montée s'appelait Uncle, et donc on protégeait les propriétaires contre les impayés de loyer. Donc on était courtier en assurance, on travaillait avec des porteurs de risques assureurs, et donc nous on se chargeait de toute la phase de la souscription jusqu'à la gestion des sinistres. Et du coup, quand vous voulez lever un peu d'argent, à un moment donné, il faut faire le pipeau des valeurs. Les fonds regardent un peu moins cette partie-là. Il n'y a pas encore d'ailleurs beaucoup de due diligence sur la partie vraiment qu'est-ce qu'est l'entreprise et quels sont les talents qui le composent. En tout cas, quand j'ai monté ma boîte, on était encore dans une période assez euphorique pour les startups. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une levée de fonds était facile, mais en tout cas, il y avait un travail assez faible, j'ai trouvé, sur l'audit des principales forces de l'entreprise. Parce que vous aviez un très beau business qui était très rentable. Peut-être. Qui a été très bien vendu, je crois. Peut-être, oui, aussi. Mais c'est un élément, donc pour vous, en tant qu'entrepreneur, vous dire je veux partager mes valeurs et emmener tout le monde dans un projet, c'est ce qui fait que je vais créer ma boîte. Exactement. Moi, j'avais besoin de sentir les raisons pour lesquelles je travaillais. Et en fait, je trouvais que ça manquait en gros cabinet d'avocats, où en fait, généralement, dans la plupart des expériences... On travaille pour le pognon, mais on ne sait pas pour le reste. Voilà, exactement. Et à la limite, travailler pour le pognon, mais le savoir, ça peut être un début et une sorte de facilité. Mais là, en fait, dans beaucoup des cabinets même dans tous les cabinets dans lesquels j'ai travaillé. Après, quand même, Skadden, Sullivan, Brodin-Pratt, vous n'avez pas essayé en dessous d'un certain niveau. Ouais, exactement. Mais même dans ces cabinets de très très bon niveau, avec des gens brillants, la question de l'onboarding, notamment des collaborateurs, est encore extrêmement mal gérée, en tout cas à mon époque. Ça a sûrement bien évolué depuis, on espère. Et donc, il n'y a pas une culture de « je vais embarquer les gens et je vais leur montrer comment faire ». On ne demande pas de babysitter les gens, c'est pas du tout ça le message derrière, mais c'est de faire comprendre aux gens pourquoi ils sont là. De faire adhérer à un projet. Exactement. Ce que vous dites, c'est le projet entrepreneurial des fondateurs d'un cabinet n'est pas toujours repris avec une cohérence qui fait qu'au-delà des associés, on a vraiment une volonté pour le futur. Et je pense que particulièrement des gens, et encore plus les gens de la génération un peu plus jeune aujourd'hui, sont assez challengers sur la question. ont vraiment besoin de ces éléments-là. Et moi, en tout cas, à titre personnel, j'en avais besoin pour comprendre pourquoi je me défonçais H24. Ok, alors du coup, Station F et tout l'éclate, la vente d'Uncle l'éclate, et derrière, du coup, vous ressortez votre petit carnet à idées avant de démarrer sur le marché des experts comptables. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu ce flair? En fait, mon analyse, c'était... J'ai été avocat pendant 3 ans, et donc je sais faire du M&A. J'ai aimé la partie M&A sans aimer la manière de l'exercer. En tant que jeune collaborateur, j'ai eu du mal parfois à comprendre pourquoi je faisais des 4 heures du mat à répétition avec des process qui ne changeaient pas d'un dossier sur l'autre. Et c'est quelque chose qui, en tout cas en tant qu'entrepreneur, était vraiment attiré par les cheveux. Donc j'avais adoré cette partie-là
intellectuellement parlant, et j'avais adoré monter ma boîte et développer mon projet. Et donc, j'ai tout simplement pris ces deux ingrédients-là que j'ai mélangés. La méthode assez naturelle là-dessus, c'est d'arriver sur du build-up, donc de la consolidation. Et donc, j'ai monté un projet où je pouvais me permettre d'avoir mes connaissances M&A tout en ayant un projet entrepreneurial. Oui, et après, quand même, en ayant observé peut-être pendant ces processus de M&A, nos amis du chiffre, j'ai un peu fréquenté, et en vous disant, il y a un coup à faire parce que c'est un vrai métier qui s'industrialise très fortement depuis ces derniers temps. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, c'est un métier très capitalistique, enfin, depuis un certain temps, et je n'imaginais pas qu'il y avait autant de regroupements à faire. Ouais, bah c'est un très bon point, et c'est une raison d'ailleurs au départ pour lesquelles j'avais écarté ce marché en me disant le marché est déjà consolidé à peu près 40%. Il y a déjà des gros groupes qu'on connaît, des Big Four notamment Oui, mais qui au-delà font des leur... bigs, vous avez des gros groupes français, Exactement, ouais. des anciens Exco, enfin, je ne sais pas comment ils s'appellent maintenant, mais Ouais. que j'ai connus il y a quelques temps. Et comme c'est un marché qui est assez capitalistique et qui contraste avec celui des avocats, où jusqu'à maintenant, avec un crayon, un code et une robe, on arrivait à se démerder, on a quand même une habitude industrielle des experts comptables qui est quand même assez forte. Tout à fait. En fait, à la base, dans mes recherches, je me suis pas dit, tiens, les experts comptables, c'est génial. Il y avait une lumière un peu éteinte, elle s'est allumée, je vais y aller. J'ai regardé plusieurs secteurs et de par mon passé et entrepreneurial et d'avocat, toute la partie business services, c'était quelque chose que je maîtrisais quand même pas mal, avec des aspects aussi. Enfin, j'ai monté une boîte dans l'assurance et dans l'immobilier. J'aurais très bien pu monter une boîte dans la food. C'est pas du tout quelque chose que j'ai fait. Donc, je suis quand même quelqu'un qui est attiré par les aspects un peu techniques. On parlera de Marie-Antoinette quand même Voilà, tout à l'heure. exactement, Parce que on pourra. Petit côté food quand même. Et ce qui m'a intéressé dans l'expertise comptable, c'est que je retrouvais un modèle d'organisation qui était assez proche de ce que j'avais connu en tant qu'avocat. Les avocats. Une profession libérale, donc une logique de cabinet avec des partenaires, avec des collaborateurs, etc. Donc déjà, ça met en place des réflexes qui sont assez intéressants. Et deuxièmement, c'était au fur et à mesure des recherches, c'était tout simplement la conclusion que les acteurs en place n'avaient pas trouvé le modèle, selon moi, intéressant pour passer la future phase de mutation du marché, avec notamment l'arrivée de la facturation électronique, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et donc, on a créé un modèle pour permettre aux jeunes de s'associer, mais plus facilement, qui a un problème dans l'expertise comptable, une notion de génération. Un petit peu Macron des experts comptables, finalement, comme il y a eu Macron des notaires. Ouais, et encore les structures Macron n'ont pas non plus évolué et se sont pas peut-être développées. parce que les professions étaient peut-être pas assez entrepreneuriales. Ouais, c'est nous, possible. on est avocat notaire chez De Gaulle Florence, donc on est peut-être un petit peu en avance. C'est vrai qu'on est les seuls en France, semble-t-il. En tout cas, il y a très peu de structures. Il y a très peu de structures Macron en fait sur le marché. Je crois que Deloitte est une structure Macron. Mais c'est vrai, et c'est peut-être plus un problème d'entrepreneuriat et de projet, comme vous le disiez très justement, que d'outils capitalistiques. Voilà. Alors, comment vous voyez évoluer ce marché-là? Aujourd'hui, vous avez combien de cabinets qui vous ont fait confiance et qui opèrent sous la marque Archipel, en fait? Ou ça se passe comment? On garde son nom et on est membre de Archipel Network ou... Alors, nous, on a commencé officiellement notre existence en avril dernier, donc c'est très récent, avril 2025. On a depuis officialisé 4 acquisitions. Donc on est allé relativement vite et on va en annoncer d'autres avant la fin de l'année. Les 4 acquisitions, ça nous amène à un peu plus de 19 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui. Et le modèle d'Archipel, c'est un modèle en 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'indépendance, qui était pour moi primordial en tant qu'ancien avocat je ne veux pas faire et aux en tant autres ce que je ne qu'entrepreneur. voudrais pas qu'on fasse. Exactement. Je m'associe avec des associés qui restent professionnels libéraux, qui restent chez l'entreprise. Donc du coup, à ce titre-là, ils gardent leur marque. Ils n'opèrent pas sous la marque Archipel. Archipel, c'est une sorte de nom de famille. Une sorte de coopérative. Ils gardent leur prénom, mais ils ont un nom de famille qui est Archipel, qui leur permet d'avoir des moyens business et financiers supérieurs. Mais ils gardent leur façon de faire, leur process, et on vient en plus de ces éléments-là. Le deuxième pilier, c'est un pilier de collectif. On est là pour apporter du support et du service. Donc le support, c'est tout simplement faire tout ce que l'expert comptable ne ferait pas directement pour ses clients.
donc s'occuper pour lui de tous les aspects RH, ressources humaines, donc la finance, le commercial pour l'aider à avoir plus de missions, la partie techno, le faire passer d'un outil à un autre. Et sur la partie service, c'est développer les services autour pour arriver à avoir, côté entrepreneurial, un service 360 pour l'entrepreneur. Donc c'est du droit, notamment, puisqu'on est là-dedans, de l'assurance, de la gestion de patrimoine, de l'informatique. Pour prendre les choses qui marchent chez les experts comptables, c'est la gestion de patrimoine, de l'informatique, du conseil, du droit. Troisième pilier, c'est un pilier patrimonial. En fait, l'idée du projet, c'est que c'est avant tout drivé par une ambition business, mais cette ambition business, elle est aussi une ambition financière, puisqu'en fait, ce qu'on a remarqué, et c'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs bientôt avec le droit en lui-même et les cabinets, c'est que des activités indépendantes étaient mieux valorisées quand elles étaient au sein d'un groupe. Et donc en fait, nous, tout ce qu'on fait, c'est faire en sorte de regrouper des cabinets pour permettre une meilleure valorisation d'ensemble de tous ces cabinets-là. Et donc notre modèle, c'est qu'on rachète 100% des cabinets, mais on propose à tous les associés qui restent du coup associés, comme on l'a dit au premier pilier, un modèle de réinvestissement dans la structure de tête. Et en gardant la monétisation en fait des parts. Ils deviennent associés du groupe Archipel, donc ils perdent le lien capitalistique direct avec leur activité. Ils gardent des incentives financières quand même avec leur activité, complément de REM ou complément de prix. Et par contre, ils sont exposés aux multiples de création de valeur du groupe tout en haut. D'accord, donc ils se retrouvent avec une synergie quand même et vous assurez, j'imagine, leur sortie. Et exactement. Le but d'Archipel, c'est d'être valorisé par un autre fonds d'investissement au global. Une fois qu'on aura déployé cette poche de fonds propres et de dettes qu'on lèvera, on aura tout simplement une deuxième phase d'accélération. Oui, là, il n'y a pas de problème de déontologie sur le métier d'expert comptable, chose que vous auriez sur le métier d'avocat en l'état actuel de la législation. Oui, alors nous, on a créé, et ça, c'était un des avantages d'être juriste là-dessus, et pour le coup, c'est intellectuellement très riche au début lors de la structuration du groupe. On a créé une structure à 2 étages, avec une structure réglementée en bas, qui est la société un peu opérationnelle, qui est donc les métiers de l'expertise, tout simplement. Et le fait d'avoir mis une activité commerciale au-dessus, une société qui est Archipel tout simple, qui est une SAS classique, va nous permettre de dériver vers d'autres modèles probablement réglementés aussi, avocats, notaires, etc., qui eux-mêmes auront leur propre spécificité en matière de réglementaire. Pourquoi avoir démarré par l'expertise comptable? C'est la récurrence, c'est un métier, parce que même si vous avez travaillé avec des experts comptables, c'est un petit peu différent quand on est sur le segment en tant que tel, où le prix moyen facturé est un petit peu différent, où le type de personnel est un petit peu différent, où par contre il y a une récurrence de contact qui peut être incroyable. Et un grand levier d'entrée que les avocats ne soupçonnent pas toujours. Exactement. La récurrence est hyper intéressante. C'est un métier comme le droit intuitu personae très fort. Donc ça, c'est pour le coup plutôt un des risques. Quand même, hein. Beaucoup plus de récurrence. Ça, c'est le gros avantage. Dans un cabinet d'expertise comptable, c'est 60 à 80% en général, la récurrence du business. Ça dépend, voire un peu plus. Là, ils ont pas mal de commissariats aux comptes quand ils sont sur des structures de ce type-là. Alors ça dépend. Il y a maintenant des structures qui sont juste expertise comptable. Commissariat aux comptes, généralement, ce sont des mandats de 6 ans. Donc c'est pas récurrent en soi, mais c'est récurrent quand même, de fait. 6 ans. Voilà. Et l'intérêt de commencer par ça, c'est que généralement, au début d'une société, on appelle un expert comptable et un avocat pour créer la structure et pour tout simplement avoir... C'est moins cher de la créer avec l'expert comptable. Ah, ça, ça dépend de l'expert comptable. Ou de l'avocat. Ou de l'avocat. Exactement. Et par contre, généralement, quand on termine sa vie de société aussi, pour les périodes un peu moins fastes, ça se termine généralement beaucoup avec un expert comptable aussi, qui est généralement une des dernières dépenses qu'on a. Donc, en effet, il y a une résilience qui est à la fois intrinsèque au business, mais qui est, en termes macro aussi, là, du début jusqu'à la fin. Donc, qui est super intéressante. Et nous, on est parti de ça comme point de départ en se disant... On va offrir un service 360 en partant en effet d'une base récurrente sur laquelle on peut agir et sur lequel on va essayer de créer des métiers
connexes, annexes pour répondre au mieux à la problématique de l'entrepreneur. Et puis l'idée d'assurer le commercial pour les autres, je pense que vous offrirez des perspectives à certains qui sont malheureux, notamment dans le droit, parce qu'ils n'aiment pas le commerce. Oui, exactement. C'est le cas, pour le coup, de beaucoup de professions libérales où, en fait, tous les associés ne sont pas forcément des associés techniques qui aiment profondément leur métier, même si, heureusement, ça existe et on traite avec beaucoup d'associés qui sont vraiment passionnés par la matière intellectuelle. Mais c'est vrai que beaucoup se décrivent comme pas hyper bons commerçants. Et donc, c'est vrai que là-dessus, on a des pas profils... vraiment chef d'entreprise, finalement. Voilà, en fait, le plus. Sur une profession libérale, mais ça, c'est pareil pour les avocats, en fait, vous êtes obligé de cumuler... C'est une sorte de 3 têtes. Vous êtes obligé de cumuler un profil très technique pour répondre aux problématiques des clients, une problématique un peu commerciale, donc trouver des nouveaux clients, trouver des nouvelles opportunités. Garder également la problématique de la rétention peut être compliquée, et également chef d'entreprise. Chef d'entreprise pour être du coup un bon manager. Pour recruter, manager, faire grandir. Faire monter en puissance les collaborateurs. Et c'est généralement impossible, en tout cas moi je ne l'ai jamais vu en tant qu'avocat, je le vois très rarement pour les camarades experts comptables. C'est impossible d'avoir ces 3 qualités au sein de la même personne. C'est en ça que l'association est très belle, c'est que ça permet d'avoir... Le job d'associé, c'est de faire des associés, normalement, et de s'associer avec des gens différents de vous. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le choix qui est fait. Ouais. Alors finalement, vous préparez l'avenir des experts comptables, le futur de l'expert. Construire le futur de l'expertise comptable, en fait, c'est plus que le futur de l'expertise comptable, c'est le futur des services aux entreprises, non? On verra. Ça serait une belle ambition, mais... tous ces trucs-là. Exactement, oui. Bon, Marie-Antoinette, parce que le temps passe vite, il va falloir conclure. C'est quoi ce truc, Marie-Antoinette Mumbai, dans votre LinkedIn? C'est vrai que ça va faire plaisir. C'est un de mes témoins de mariage qui s'appelle Marc, que je salue. C'est pas le cofondateur avec vous? Non, c'est un autre. Ouais. Je suis allé faire une petite expérience en Inde chez lui, quand il a monté un salon de thé en Inde lors de son expérience qui était entre l'université et l'école de commerce. Il a fait l'ESSEC après. Et c'était assez marrant. Et en général, les gens sont assez perchés à l'ESSEC, donc il était au bon endroit. Voilà, exactement. Mathieu, un immense merci de nous avoir consacré du temps. On vous souhaite bonne chance. Merci Stéphane. Celui qui a connu un petit peu ces 2 métiers et trouve qu'il y a vraiment plein de choses à faire. est admiratif de votre projet. J'espère qu'on se reverra. Avec plaisir. Et que vous viendrez devant cette caméra pour nous montrer que ça vous êtes un illuminé du droit, du chiffre et de plein d'autres choses. Super. Un grand merci. Merci Stéphane. Et puis on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures avec de nouveaux profils incroyables. Je ne sais pas si j'aurai autant de premiers de la classe, mais en tout cas que des gens qui sont marquants et un grand plaisir à interviewer. À bientôt.